Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 29 septembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui, vous le voyez, avec une map très légèrement dans le vert. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant, mais cette nuit, on a fait une petite mèche, enfin une grande mèche sur le BTC, non loin de la zone de la peur, actuellement sur le gros support des 40 000 $. Encore une fois, le support a servi de support, puisque au moment où je tourne la vidéo, on est à 42 500 $, donc on a réussi à rebondir une fois de plus. On analysera tout ça tout à l'heure sur l'analyse technique. Du côté des altcoins, vous voyez Ethereum, ça suit toujours le BTC, toujours très légèrement sous les 3000 $. Et on a quelques cryptos qui ont très bien rebondi, notamment le BNB qui nous imprime plus 10%. Et on fera aussi un petit point sur le BNB du coup dans la partie analyse technique. Comme d'hab, pour les habitués, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, voilà, pour soutenir les vidéos et les mettre en avant. Et pour les nouvelles personnes qui rejoignent la chaîne, je fais une vidéo tous les jours sur le marché des cryptos. Et en plus de ça, j'ai quelques réseaux sociaux, notamment Twitter, Insta et un Discord. Donc n'hésitez pas, voilà, si mon contenu vous plaît, à me rejoindre sur ces différents réseaux sociaux. Et je voulais débuter cette ADJ en me focalisant un petit peu sur certains gros poissons qu'il peut y avoir dans les crypto-monnaies. Et là, on va se focaliser du coup sur le fonds d'investissement Grayscale. Donc en parlant de gros poissons, pour le coup, lui, c'en est vraiment un, puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Grayscale a actuellement plus de 37 milliards d'actifs de crypto-monnaies sous gestion. Donc c'est quand même une grosse somme. Et notamment, si vous prenez juste le détail du BTC, il y a 648 000 BTC qui appartiennent à Grayscale, donc ce qui correspond à 27 milliards. Et il me semble que c'est à peu près 4% ou 3% de la supply totale des BTC. Donc c'est quand même très très gros. Donc c'est très intéressant, je pense, d'analyser ce genre de fonds d'investissement, voir où ils investissent, parce que vous vous doutez bien que quand vous avez de telles sommes d'argent et que vous êtes aussi bien placé dans le monde de la finance, vous avez des contacts qui connaissent très bien les projets crypto. Et donc si le fonds d'investissement investit sur ces différents projets crypto, c'est qu'il y a une raison, c'est que voilà, ils font pas du pifomètre, ils envoient pas des milliards sur n'importe quoi. Donc c'est intéressant de voir les flux, voir là où ils investissent et voir s'ils vendent ou si plutôt ils achètent. Enfin, en gros, évaluer un petit peu le comportement de la gestion de leur crypto-monnaie. Et grâce à Bybit, ByBT, on peut le faire. Donc je vais vous faire une petite analyse. Donc on va essayer de voir si Grayscale sont plus en train d'essayer d'accumuler des crypto-monnaies ou si au contraire ils sont plus en train d'essayer de les larguer, puisque on pourra faire du coup le parallèle si on est en bear market ou non. Parce que personnellement je pense que voilà, si on rentrait vraiment en bear market, les gros fonds comme ça chercheraient plus à se débarrasser de leurs crypto-monnaies plutôt que d'essayer d'en accumuler ou de les conserver. Et là, qu'est-ce qu'on peut noter? Alors certes, vous allez dire, ah tiens, c'est rouge, ils sont en train de vendre, mais ils vendent 1000 BTC alors qu'ils en détiennent 648 000. Donc c'est strictement rien du tout, c'est une goutte d'eau. Je vais vous mettre le graphique ici de leur détention de BTC et vous allez vite comprendre. Regardez ici, pendant toute la montée, ils ont énormément accumulé de BTC. Alors ils ont atteint un top ici depuis en fait février, ils n'achètent plus de BTC, donc ils avaient un maximum de 655 000 BTC et depuis ils se sont débarrassés d'à peu près 6-7 000 BTC pour atteindre un total de 648 000 BTC. Donc vous voyez, c'est extrêmement ridicule, c'est une goutte d'eau. Donc pour moi ça présage pas d'un bear market, vraiment. Je pense qu'ils auraient vendu beaucoup plus s'ils pensaient qu'ici on avait atteint un top ultime à 65 000 $. On va aussi faire un point sur les alts qu'ils détiennent. Alors je vais débuter par ces trois là, Ethereum Classic, Litecoin et le BCH, parce que je ne comprends pas trop pourquoi ils détiennent ça. Alors Litecoin et BCH ça peut un peu plus s'entendre, mais vraiment Ethereum Classic pour le coup je comprends pas du tout. De ce que je comprends moi, de ce que j'ai lu sur Ethereum Classic, c'est une crypto qui sert pas à grand chose. C'est un fork de ETH, donc voilà, à quoi ça sert actuellement, je sais pas. Encore une fois, ça prouve bien qu'on a peut-être des connaissances très limitées. Personnellement, je suis pas ingénieur, donc je sais pas, je comprends pas parfaitement non plus tous les projets. Et donc eux, ils détiennent bien de l'Ethereum classique. Mais chose à noter, vous allez voir, la courbe est quand même bien différente à celle du BTC, puisque depuis le top, ils sont réellement en train de se débarrasser régulièrement de leur Ethereum classique. Donc là, c'est quand même assez significatif. Donc petit à petit, ils vident leur bag d'Ethereum classique. Donc est-ce que ça veut dire qu'ils ont peut-être voulu profiter du pump qu'on a eu dans la première phase du bull run et ensuite se débarrasser petit à petit de leurs Ethers? Peut-être, c'est un scénario qui est possible. Et deuxième chose à noter qui est intéressante du coup dans la deuxième partie du tableau, c'est que vous voyez, il y a du vert. Donc ils sont en train d'acheter des crypto-monnaies et non pas de vendre, parce que je sais pas, si on serait en bear market, peut-être qu'ils auraient essayé de vendre un peu plus le top. Si on n'était pas loin du top, ils auraient vendu le top et ils seraient pas en train d'essayer de racheter. Donc là ils sont en train de racheter, et même cette semaine vous voyez, ils ont commencé à racheter notamment du LPT et du Filecoin. Et ça m'en vient aussi à un autre point, toutes les cryptos que vous voyez là, pour moi, si ils les détiennent et qu'ils sont en train d'en accumuler, et surtout d'en accumuler, par exemple Ethereum Classic qui sont en train d'en vendre, donc pour le coup je m'aventurerai pas sur ce terrain là, surtout que pour moi
voilà, je trouve qu'aussi fondamentalement ça sert à rien. Mais par exemple le LPT et le Filecoin, ben j'irai m'intéresser, j'irai voir en quoi ça consiste et peut-être essayer d'en accumuler un petit peu, puisque c'est un très gros poisson et ils en accumulent. Donc il y a forcément des raisons, ils font pas ça au hasard. Je pense que voilà, ils pensent réellement qu'ils vont pouvoir faire une plus-value sur ce genre de projet. Donc essayer de se pencher dessus et voir ce que donnent ces projets, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Allez, on va clore la partie sur Grayscale et on va passer à ce tweet. Donc si vous vous demandez à quel moment de la journée il y a le plus d'échanges de crypto-monnaies dans le monde, et ben ça se passe à 14 h au moment de l'ouverture des marchés US, donc sans trop de surprise je pense. Ce graphique qui résume vraiment bien la situation sur le Bitcoin à long terme et c'est juste du price action, donc c'est vraiment, moi je vous le dis à chaque fois, la chose la plus utile, l'action des prix. Vous vous embêtez pas, vous prenez la tendance et les résistances et les supports et vraiment vous avez déjà fait je pense 50% du boulot sur de l'analyse technique. Là vous avez les niveaux clés, le niveau à 40 000 $ qui est extrêmement important et qui était une ancienne résistance, vous l'avez vu ici, hop, résistance, là résistance, et dès qu'on a franchi cette résistance, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un mouvement haussier. Et pareil ici, on a franchi la résistance, hop, on est parti en mouvement haussier. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? On est en train de revenir tester pour la première fois par le haut ce support, mis à part ici où du coup on l'avait perdu, mais enfin ce support, cette résistance, pardon. Et là, on est en train, pour la première fois, elle est réellement en train de nous maintenir en tant que support. Donc on est en train potentiellement de passer cette résistance en tant que support. Et souvent, ça se termine comme ça. Une résistance devient support, et à l'inverse, un support qu'on casse à la baisse devient résistance. Ça, c'est la base des supports et des résistances. Donc là, pour le coup, c'est pour ça que je vous dis que si jamais on vient à venir chercher les 38 000 $, il ne faut pas s'installer en dessous parce qu'on perdrait du coup ce support. Il faut à tout prix faire une mèche et très vite réintégrer, du moins sur du weekly. Il faut que le weekly clôture au-dessus des 40 000 $. Et là, on aura vraiment un fort signal. On tient les 40 000 $ comme support et ça nous fera un vrai bottom. Et derrière, je pense que là, c'est sûr, on devrait partir pour la deuxième partie du bull run. Et dernier petit point, vous voyez ici, il a encadré cette zone en bulle parce que là, c'était clairement l'excès haussier de toute la première partie du bull run, ou notamment qui a été bien pompé par Elon Musk et ses tweets un petit peu fanfaroniques. Une petite news bearish où Kraken vient de recevoir une amende de 1,25 million de dollars de la part de la CFTC. Donc vous demandez peut-être ce qu'est la CFTC, donc simplement un organisme qui s'occupe de gérer tout le marché futur, donc ça s'appelle la Commodity Future Trading Commission, et donc ils lui mettent une amende parce qu'elle ne s'est pas enregistrée à temps en tant que fournisseur de services de trading sur marge. Donc voilà, petite amende, mais pour le coup c'est vraiment une petite amende parce que Kraken pèse actuellement plus de 10 milliards de dollars, donc vous doutez bien que 1 million de dollars en amende c'est quand même quelque chose de... Enfin c'est pas grand chose pour une société comme ça. Allez, on se retrouve pour l'analyse du BTC en 4 heures. Donc je vous disais cette nuit, regardez cette bougie ici, on est venu chercher les 40 700 $, ça correspond à quoi? Aux deux précédents bottom, on était venu globalement dans cette zone des 40 000 $. Encore une fois, on a trouvé de la pression acheteuse. Regardez, hop, on a très bien rebondi. Maintenant, voilà, il n'y a toujours pas de quoi non plus s'enflammer. Hein. On ne passe pas en tendance haussière. On n'arrive pas à enfoncer les nouveaux points hauts. Ici, hop, ici, maintenant, c'est le prochain point haut à venir dépasser. Donc 44 000 $. Vous voyez que les moyennes mobiles, pareil, sont toujours sur notre tête. On est globalement en train, finalement, de compresser un petit peu, une espèce de triangle de compression. Hop, que je dessine ici, voilà. Vous voyez, hop, on est en train de compresser entre ces deux trucs. Donc forcément, cette situation, elle ne va pas durer des semaines. On va forcément, à un moment donné, choisir une direction, soit vraiment le support des 40 000 $ va être validé et on va pouvoir passer à autre chose, ou alors il ne va pas être validé et on va le casser et on va venir du coup peut-être s'installer dans la zone en dessous. Mais en tout cas voilà, dans les prochains jours c'est quasiment une certitude qu'on aura la réponse, soit on sera reparti un petit peu plus haut ou soit on sera sous le support. Si on se met sur le daily très rapidement, hop, vous le voyez, on approche aussi petit à petit de la trendline qui matérialise cette tendance baissière qu'on a ici. Là, on est aussi en train de consolider, donc potentiellement, on est en train de marquer un bottom, et ça, c'est positif. Donc voilà, une espèce de double croix ascendant, ce que vous voulez, un W, un double bottom, enfin bref. Dans tous les cas, c'est marquer un support. Voilà, quand on tient comme ça des niveaux et qu'on ne vient pas les enfoncer des points bas, c'est le plus important. Et pour l'instant, vous voyez la mèche ici à 39 500 $ est toujours notre bottom ultime de tout ce mouvement baissier. Donc ça, c'est positif, il ne faut pas venir l'enfoncer, et on pourra espérer avoir trouvé le bottom et ensuite repartir en faisant les étapes petit à petit, donc en cassant la trendline, en venant récupérer le dernier point haut, en récupérant les moyennes mobiles petit à petit. Mais pour l'instant, voilà, ce qu'il y a à noter, c'est qu'on ne perd pas ce point bas à 39 500 $. Il n'y a pas plus de choses à dire, hein, voilà, la situation au niveau du moyen terme, elle n'évolue pas tous les jours.
Allez, on va poursuivre avec Ethereum. Je vais être très rapide sur Ethereum puisque vraiment pour le coup c'est extrêmement corrélé au BTC actuellement. Vous voyez, on a la même figure, c'est juste les prix en fait qui vont changer. Mais globalement, si on prend la structure de la figure, c'est exactement pareil. On a le point bas ici pour l'Ether qui est à 2643 dollars sur Bitstamp. Et pour l'instant, on marque des points bas plus hauts que celui-ci, donc c'est positif. Le bottom ultime de ce mouvement baissier peut-être ici, mais voilà, il va falloir réussir à récupérer les points hauts, relancer une tendance haussière, récupérer les moyennes mobiles. C'est exactement pareil. D'ailleurs, on peut aussi matérialiser la trendline ici baissière. Vous voyez, hop, pareil, on aura aussi à la casser. Donc voilà, c'est exactement la même situation que sur le BTC pour l'Ether, en tout cas sur le daily, sur ce mouvement baissier. On enchaîne avec le LTC. LTC, je vous en avais parlé il y a de ça quelques vidéos aussi, je vous ai dit qu'on avait un bon point d'achat pour investir. On est toujours sur cette zone-ci, pour moi là ça reste intéressant d'investir. Et si vous vous rappelez ce que j'ai dit au début de la vidéo avec Grayscale notamment, qui ont pas mal de Litecoin, donc peut-être que le Litecoin c'est pas déconnant d'en prendre un petit peu, d'investir sur ce projet. Et là pour le coup vous avez une zone un petit peu royale, hein. Vous voyez ce niveau qu'on a beaucoup travaillé, c'est le niveau, en fait c'est la ligne de coup de cet énorme W en weekly. Et on revient tester tout ce niveau-ci, donc pour moi ça reste une zone assez intéressante. En plus si on prend le dernier mouvement ici, hop, je pense qu'on revient pile dans la zone entre 0,61 et 0,78 de Fibonacci. Vous voyez, hop, on est pile dans cette zone-ci. Donc voilà, pour investir, pour moi, c'est une zone pas mal intéressante ici sur les 150 dollars. En plus, vous voyez, on est pile au niveau des moyennes mobiles aussi. Donc les moyennes mobiles qui restent aussi orientées à la hausse. Donc pour moi, c'est un bon endroit ici pour commencer à investir sur le Litecoin. Si on passe sur le BNB, sur le weekly, vous voyez, j'ai matérialisé un petit triangle de compression aussi, pas un gros triangle parce qu'on est sur une grosse unité de temps avec une énorme volatilité à l'intérieur. Mais bon, pour l'instant, alors on a 2 points de contact en haut, 3 points de contact en bas. On verra si c'est pertinent ou pas, mais en tout cas pareil pour le BNB, on arrive sur des zones où pour investir, je trouve que c'est pas déconnant. Sur le daily, on a une espèce de triangle descendant avec un gros support ici à 250 dollars qu'il ne faudra pas perdre. Et si on prend le dernier mouvement haussier, pareil, on est environ sur la zone des 0,61 et 0,78 de Fibonacci, qui est pour moi aussi une belle zone pour commencer à recharger. Donc globalement, voilà, du BNB aux alentours de 300 dollars, c'est quelque chose d'intéressant pour investir, je pense, également. On passe à Riff que je voulais vous présenter parce que pareil, on va revenir sur une zone de prix qui est quasiment le bottom ultime, hein, le prix du listing du Riff sur Binance. Donc voilà, si des acheteurs doivent se montrer, c'est maintenant parce que sinon c'est retour à la cave. Donc vous pouvez potentiellement, si vous croyez au projet, commencer aussi à investir ici. Pareil, si on prend ce dernier mouvement, on doit être sur la zone des 0,6, 0,78 de Fibonacci. Donc si les acheteurs veulent défendre ce mouvement haussier, ils devront marquer un creux plus haut que celui-ci. Et donc souvent cette zone des 0,61 de Fibonacci, elle sert de creux. Et donc on peut commencer à racheter par ici pour le Riff, donc 0,18 dollars. Et sinon on aura la zone ultime ici, ce point bas qu'il ne faudra absolument pas perdre parce que pour le coup on pourrait descendre bien plus bas, on pourrait tirer un price discovery, mais là pour le coup pas à la hausse mais à la baisse, et ça peut faire aussi très très mal. Donc Riff c'est quand même pas mal risqué parce qu'on n'a pas beaucoup d'historique, et puis voilà. Mais bon, après si vous faites une étude fondamentale derrière et que le projet est vraiment bon et qu'il y a des choses qui vont arriver et que voilà, il peut prendre de la valeur, investir ici c'est pas trop mal d'un point de vue de l'analyse technique, en tout cas selon mon analyse à moi. On enchaîne avec One Inch. One Inch, c'est un petit peu pareil que Riff, hein. On est en train de revenir tester des niveaux très très bas, pas très loin de son prix de listing. Et pareil, vous voyez ce point bas ici qui va être très important de tenir. On est venu faire un point haut exactement au même niveau que celui-ci. Donc pour le coup, on est plus ou moins en tendance neutre actuellement. Donc ça peut être intéressant, une espèce de range, hein. Si on vient tenir ce point bas, hop, vous pouvez commencer à racheter ici sur la zone des 2 dollars. Et pareil, il faudra à tout prix ne pas perdre cette zone des 2 dollars sur One Inch. Et on va conclure la vidéo avec NIR. Alors NIR c'est beaucoup plus beau que les deux cryptos que je viens de vous montrer parce que pour le coup on a une tendance haussière qui est bien marquée. On vient de franchir cette ancienne résistance située à environ 7 dollars. Là vous voyez, on est en train de se poser dessus. Donc vous pouvez tenter de vous positionner ici, mais là ce serait plus en mode trader je pense, parce que pour investir c'est peut-être un poil haut, et encore ça peut se faire, voilà, si vous voulez vraiment rentrer dans ce projet qui a vraiment fondamentalement beaucoup de choses derrière. Mais sinon j'attendrai potentiellement une zone, une mèche peut-être qui viendrait chercher la zone environ des 5 dollars. Pour moi je pense que ça peut être pas mal pertinent si on met un petit peu voir où c'est que le volume a pas mal travaillé. Vous voyez ici vraiment sur les 5 dollars on a quand même un petit pic, donc le cours peut être attiré sur ce niveau ci avec une mèche, hein, je pense, hein, ça pourrait être intéressant. Donc si vous arrivez à choper du NIR à 5 dollars, je pense que pour investir c'est vraiment
pas trop mal. Et pareil, voilà par exemple un scénario qui serait cool, c'est qu'on vienne mécher sous les 5 $ ici quelque part, qui correspond en plus, vous voyez, à la EMA 21 sur le weekly, donc ça serait cool. On vient de toucher cette EMA 21 et on réintègre très vite le weekly, on vient pas clôturer en dessous, et là ça serait vraiment extrêmement bull sur le weekly si on venait à tenir ce niveau des 7 $, et vous du coup vous aurez une entrée vraiment royale ici à 5 $. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.